Auditrices, auditeurs de Cap FM, bonsoir. L'être humain a en lui les clés de sa réussite. Son bonheur dépend de lui-même. Pas question de pleurnicher sur son sort s'il ne change pas. Le premier responsable de cette situation, c'est l'homme même. Voilà qui peut éblouir des gens qui pensent autrement. Patrick Ama-Poyon est consultant international certifié en développement, président mondial des ambassadeurs du développement. Il est le président de l'Association africaine de coachs professionnels. C'est lui que nous recevons dans cette émission, puisqu'il pense que notre bonheur dépend de nous-mêmes. Il se fonde sur le coaching et c'est pour en parler que nous le recevons dans 1 heure pour convaincre de ce jour. À la manipulation technique, Armand Bokovo. Réalisation et animation, Lucien Dossou. Monsieur Patrick Ama-Poyon, bienvenue dans cette émission. Bienvenue, merci à vous et bonsoir à tout le monde. Nous sommes ici pour parler du coach professionnel. Alors, quand on parle de coaching, monsieur Patrick Ama-Poyon, qu'est-ce que c'est en réalité? Au fait, le coaching dans un continent où riche de tout sauf de son mental, le coaching est actuellement la seule solution à tous les problèmes de l'Afrique. La solution aux problèmes dans les couples, la solution aux problèmes dans des emplois des jeunes, la solution aux problèmes de leadership politique, la solution aux problèmes de gouvernance. Au fait, de façon très simple, le coaching, c'est quoi? C'est une façon d'éclairer la personne sur sa propre vie afin qu'il prenne les bonnes décisions. Nous avons besoin de savoir qui nous sommes. Vous voyez des gens très importants, mais parce que peut-être ils n'ont pas été à l'école, on leur a fait croire qu'ils sont pas importants. Et ce coaching lui permet de le révéler à lui-même. Vous voyez par exemple, je prends un exemple très simple. Le président français a pris le pouvoir et tout le monde a vu combien au début il était agité, il allait partout, il courait partout. Mais un jour, il a appris que Barack Obama a un coach qui s'appelle David Alcerod. Il a pris un coach qui lui a posé une seule question. Monsieur le Président, est-ce que vous savez que vous êtes important? Il a réfléchi des minutes et après avoir fini de réfléchir, il n'avait même pas répondu à la question, mais il a compris combien il était important. Il est devenu modéré, il est devenu pondéré. Alors, quand on parle du coaching, en réalité, c'est un coach qui joue ce rôle. Et c'est quoi le coach? Le coach, c'est ce monsieur qui a appris ce métier. Ce métier qui consiste à aider les gens à découvrir leur potentiel. Ce métier qui consiste à aider les gens à clarifier leurs objectifs. Je vais m'inspirer des études, par exemple, du radiologue américain, un cancérologue, le docteur Simonton. Docteur Simonton dit, si quelqu'un tombe malade de cancer, c'est ça il a dit au début, mais après il a conclu que c'est toutes les maladies. Il dit, quiconque qui tombe malade d'une maladie quelconque, à l'une ou l'autre des 4 causes que voici. La première, une mauvaise image de soi. Il dit, si tu ne sais pas qui tu es, tu ne connais pas ton potentiel, tu ne connais pas... Les gens vont te dire qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont musulmans, qu'ils sont ceci. Mais est-ce qu'ils savent les avantages à être chrétien, les avantages à être musulman? Nelson Mandela a dit dans son discours d'investiture, nous sommes puissants au-delà de toute limite. Il faut que l'Africain puisse s'en rendre compte. La deuxième chose, il dit, ils n'ont pas un objectif ou leur objectif n'est pas suffisamment clair. Si tu ne sais pas où tu vas, la nature ne peut pas t'aider. La troisième chose, il dit, il n'aime pas les autres. Et là, vous voyez les difficultés déjà du Béninois. Il faut que nous apprenions à aimer ce pays, à nous aimer. Et quatrième chose, il dit l'apitoiement sur soi. Ce qui t'arrive, tu dois te sentir responsable de ça pour pouvoir avoir la possibilité de changer ça. Donc bref, c'est pour dire en se basant sur ça, on voit donc que le traitement qu'il a proposé après n'est que du coaching. Aider la personne à se rendre compte de son potentiel, à clarifier son objectif, à se mettre en action. Vous voulez dire que quelqu'un s'est basé sur le coaching pour se faire guérir? Aujourd'hui, le radiologue américain, qui n'est pas coach, qui est un cancérologue, Dr Simonton, ne traite le cancer que par le coaching aujourd'hui. Lui ne sait pas que c'est du coaching. Mais ses études scientifiques l'ont amené sur ce terrain-là. Et vous prenez le Dalai Lama qui a dit clairement, il dit, ce que nous disons va devenir des pensées. Ce que nous pensons va devenir des actes. Ces actes vont devenir des habitudes. Ces habitudes vont devenir des caractères et ce caractère va former notre destin. Le fait de raconter, je prends l'exemple des bonnes femmes de Tokwa. Chaque fois, ça ne va pas, c'est difficile. Tokwa est dur. Yahi là, vraiment avec son mandat là, rien ne marche. Le simple fait de dire et de penser ces choses va faire que ces choses-là vont se réaliser.
mon mari est mauvais, ma femme est mauvaise. Si vous répétez ces choses-là, vous aurez exactement ce que vous aurez dit. Autrement dit, l'homme est le reflet de ses pensées, vous voulez dire? Exactement. L'homme est le reflet de ses paroles qui deviennent des pensées maintenant. Alors, en réalité, lorsque vous dites que le docteur Simonet se base sur le coaching pour faire guérir ses malades, on pourrait penser à une chimère. La maladie se guérit scientifiquement, normalement. Oui, exactement. On a besoin des médicaments. Non, exactement que c'est ajouté normalement. Au fait, la pensée de l'homme détermine. Henry Ford, un des grands spécialistes de développement mental, a dit, si vous croyez que vous pouvez tomber malade, vous avez raison, parce que vous allez tomber malade. Si vous ne croyez pas que vous pouvez tomber malade, vous avez aussi raison, parce que cela n'arrivera pas. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes tous religieux quelque part. C'est écrit quelque part. Hein? Et comment on appelle? Il n'y a rien d'impossible pour celui qui croit. Donc, à partir de cet instant, voilà des choses que nous répétons tous les jours dans des églises, dans des mosquées, mais nous ne prenons pas conscience de ce que cela veut dire. Le problème du coaching, c'est donc un problème de foi. Pas foi, parce qu'on dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc, c'est la parole qui détermine tout. C'est-à-dire que, par exemple, je donne un exemple. Vous rentrez dans une chambre, vous commencez par répéter. Tout le monde peut faire cet exercice. Rentrez dans une chambre, commencez par répéter « Je suis riche, je suis riche ». Au bout de 45 minutes à 1 heure, vous allez croire que vous êtes riche. Si vous ne vous réveillez pas très tôt, vous allez partir acheter quelque chose avant de mettre la main dans la poche et se rendre compte que, au fait, il n'y a pas l'argent. Le simple fait de répéter une expression fait que vous avez l'assurance de cette réalité-là. Alors là, pendant 24 heures, je peux répéter, je suis riche, et là, je deviendrai riche. Non, je ne parle pas de devenir encore. Je parle déjà du fait de croire déjà que vous êtes riche. Et ça va déclencher maintenant un processus. Des opportunités vont s'ouvrir, des portes vont s'ouvrir, des circonstances vont se présenter. Quelqu'un a dit la chance, c'est une rencontre entre la préparation et l'opportunité. Il s'agit là d'un miracle, justement. Mais la vie est un miracle. La vie est un miracle. Moi, je suis perpétuellement le fruit de miracles. Le 10 juillet 2010, j'ai fait un accident. Le véhicule totalement endommagé. Il n'y a rien à récupérer, ni sur la carrosserie, ni sur le moteur. Mais personne n'a eu d'égratignure dans la voiture. Pas une quelconque blessure. C'est pour dire que véritablement, il est important que nous comprenions que la vie est faite de miracles. Alors, qui a besoin en réalité du coach? Tout le monde. Tout le monde. Vous savez, aujourd'hui en Europe, quelqu'un veut déménager, même il prend un coach parce que le changement de quartier pour les enfants est déjà un problème. Donc, tout le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, vous pouvez... Quand nous faisons par exemple une conférence sur la vie de couple, au fait, le coaching n'est pas des solutions qu'on donne aux gens. Comme quelqu'un qui vient comme un connaisseur, le coach n'est pas expert de la connaissance. Il ne vient pas donner de la connaissance. Mais il va te poser des questions qui vont t'amener à relativiser un certain nombre de choses et comprendre la vie autrement. Un exemple très simple. J'ai rencontré un monsieur qui m'a dit qu'il a un problème. Je lui ai dit, quel problème? Il dit, ma femme n'aime pas la tête de mon meilleur ami. J'ai dit, mon frère, c'est le contraire qui aurait été un problème pour toi. Parce que si ta femme aime la tête de ton meilleur ami, tu es en danger. Parce que ton meilleur ami va prendre ta femme. Il dit, ah, ça c'est vrai. Vous voyez, subitement, la situation n'a pas changé, mais il n'a plus de problème parce qu'il a changé simplement sa perception des choses. Il est important que nous comprenions. Une autre dame nous a rencontrés. Elle dit qu'elle a le cancer. Que le médecin vient de lui dire qu'elle a le cancer. J'ai dit, ok. Elle dit qu'elle souffre de ça. J'ai dit, parce qu'il a dit que tu as le cancer, tu souffres de ça. Sinon, la maladie ne s'est pas déclenchée encore. Elle dit oui. J'ai dit, maintenant, qui te dit que d'ici que la maladie se déclenche, il n'y aura pas un traitement pour le cancer? Ah, ça commence par changer tout. Vous voyez comment les pensées nous font souffrir. La maladie n'est pas déclenchée encore, mais le simple fait de savoir qu'elle a le cancer a déjà déclenché des conséquences dans son corps. Il y a un monsieur au nord du Bénin, il souffrait de palu. Il va voir le médecin. Le médecin dit, j'ai pas de seringue jetable. Il dit, je te propose de prendre, je ne peux pas te faire une injection parce que j'ai pas de seringue jetable. Il dit, quel est le risque avec l'autre seringue? Il dit, le risque, c'est que tu attrapes le sida. Il dit, le sida va me tuer dans combien de temps? Il dit, la maladie va se déclencher d'ici 5 ans. Il dit, bon, ok. Je préfère ne pas mourir de palu aujourd'hui et peut-être mourir de sida dans 5 ans. Vous voyez comment? C'est-à-dire que nous avons pris une lecture trop pessimiste, trop décourageante des situations. Le coach nous amène à voir la vie autrement. Le coach, on pourrait penser qu'il est un psychologue. Il a un peu de psychologie, mais la différence entre un psychologue et un coach, c'est que le psychologue croit à l'existence d'une pathologie, à une maladie.
Le coach, lui, croit qu'il y a une perception qui fait croire qu'il y a un problème. Donc, lui, sa démarche consiste à changer la perception pour que la personne ne voit plus en cette situation un problème. Alors que le psychologue, lui, croit au problème et il veut traiter le problème. Alors, le coach vous plonge dans une illusion et paf, quelques jours après, vous vous rendez compte que vous étiez dans un rêve, certainement. Non, je donne un exemple. J'ai rencontré une femme dans un coaching de couple qui a pris la parole, qui a dit qu'elle a un problème. Son mari et elle, ça fait 3 ans qu'ils ne s'adressent pas la parole, ils sont dans le même foyer, qu'à cause du mari, elle a attrapé le cancer, le mari est mauvais, le mari fait ceci, cela. Je lui ai dit, bon, voilà ce qu'on va faire. Est-ce que tu as une seule raison de lui demander pardon? Est-ce que dans tout ce qui s'est passé, toi, tu as tort quelque part? Elle dit, bon, après beaucoup de tentatives, elle finit par reconnaître quelques torts. Je dis, ok, quand tu vas arriver à la maison, tu vas voir ton mari et tu dis que tu veux lui parler. Et tu prends la parole, tu lui dis que tu as eu à faire des choses qui certainement lui ont fait mal. Que tu viens lui demander pardon. Et qu'après ce pardon maintenant, tu voudrais que vous vous donniez la chance de réussir ce couple. Parce que de tous les hommes du monde, c'est lui que tu as choisi. C'est lui que tu veux. C'est avec lui que tu veux faire ta vie. Elle rentre à la maison. D'abord, il lui a fallu 3 jours pour que son orgueil lui permette de demander pardon. Finalement, elle demande pardon au mari. Le mari a répondu, bon, j'ai compris et tout ça, il est parti. Le lendemain matin, elle s'est réveillée et elle n'a pas ouvert rapidement les yeux. En ouvrant légèrement les yeux, elle s'est rendue compte que depuis un moment, son mari était assis à côté de lui, la regardait. Quand elle a ouvert les yeux, le mari lui dit, vraiment, pardonne-moi parce que j'ai vraiment été mauvais. J'ai été méchant avec toi. Mais je te promets que tout ça va changer aujourd'hui. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé? L'orgueil de l'un et l'autre a empêché chacun de voir sa part de responsabilité dans ce qui se passe. Le coach a simplement fait en sorte que l'un des deux accepte de changer sa façon de communiquer. Et comme elle a demandé pardon, l'orgueil de son mari est descendu et maintenant le mari a ouvert les yeux lui-même sur ses torts et a donc compris tout ce que lui-même il a fait de mauvais. Donc c'est pour dire que le coach, c'est pas une affaire d'illusion. Je donne un exemple très simple. Vous prenez un jeune qui a aujourd'hui un problème d'emploi. Il va vous dire qu'il a un problème d'emploi, il a déposé des CV, il n'a pas d'emploi, le gouvernement n'a pas fait ceci et cela. Mais le vrai problème des jeunes aujourd'hui, c'est qu'il ne sait pas qui il est, première chose. Deuxième chose, il n'a rien appris à faire. Il est préparé pour aller dans une entreprise, on va lui dire tape à ce bouton toute la journée, il va taper le bouton à toute la journée et prendre un salaire à la fin du mois. Or, les entreprises aujourd'hui ont besoin d'idées, ont besoin d'idées nouvelles, d'innovation et tout ça. Donc, ce jeune a besoin de prendre conscience d'abord de qui il est, ensuite d'être outillé pour trouver les voies et moyens d'apporter quelque chose à l'entreprise. Parce que pour payer son salaire, l'entreprise a besoin de gagner de l'argent. Aujourd'hui, vous dites à un chef d'entreprise de recruter, il a peur. Il a peur de recruter quelqu'un qui ne servira à rien et qui va lui coûter de l'argent. Donc, c'est pour dire que le coach, il est clair. Il ouvre les yeux des uns et des autres sur des possibilités, des roues qui existent déjà dans notre environnement. Je donne l'exemple de l'enseignant. Aujourd'hui, tout le monde sait que après avoir formé le président de la République, formé les députés et tout ça, l'enseignant est dans la pauvreté. Même si on double son salaire aujourd'hui, il sera toujours dans la pauvreté. Et pour l'enseignant qui croit qu'il est pauvre, justement. Voilà. Maintenant, l'enseignant a besoin de comprendre qu'en réalité, c'est pas sur le salaire qu'il faut compter. C'est-à-dire que le simple fait d'être en contact avec les élèves, avec des parents d'élèves, lui donne des possibilités de faire des choses utiles à ses élèves, à ses parents d'élèves qui vont lui rapporter de l'argent. Je donne un exemple. Les enfants ont besoin de loisirs sains. Ça veut dire qu'un enseignant qui a 30 élèves, 40 élèves dans une classe, qui commence par organiser des loisirs sains pour les élèves, les parents vont s'y associer. Ces recettes-là, lui, peut avoir une part de revenus sur ce qui se passe. Les écoles privées le font. Pourquoi les enseignants du public ne le feront pas pour être utiles aux élèves, utiles aux parents et en retour gagner de l'argent? Donc, c'est pour dire que véritablement, il est important que nous débranchons notre pilotage automatique qui consiste à prendre la vie telle que ça vient et que nous puissions réfléchir. Le coach nous permet de réfléchir. Le coaching, c'est une affaire de comportement, une affaire d'éducation sans doute. C'est exactement ça. Une affaire de comportement, une affaire d'éducation, une affaire de culture, une affaire de mentalité. Et je crois que c'est sur ça que le coach travaille pour faire en sorte que l'Africain, riche dans son sol de tout, mais qui n'arrive pas à exploiter ça, qui n'arrive pas, je suis en train d'apprendre que l'Europe veut venir exploiter le soleil en Afrique pour produire de l'électricité pour l'Europe. Vous imaginez, nous, on a l'électricité, on va vous dire que c'est problème de moyens, c'est faux. Les ingénieurs qui fabriquent ces choses-là sont pour la plupart des Africains.
Nous avons les compétences. Nous sommes les pays pauvres du monde, certainement. Nous sommes les pays pauvres dans notre mental, dans notre tête, dans notre conception, mais nous sommes les pays les plus riches en termes de ressources matérielles, en termes de ressources minières, en termes de ressources humaines. Nous avons les plus grands. Aujourd'hui, regardez, Kofi Annan a été l'un des meilleurs secrétaires généraux des Nations Unies. Barack Obama est un Africain qui dirige aujourd'hui les États-Unis et il ne le fait pas moins que les autres. L'Afrique du Sud a organisé la meilleure coupe du monde de tous les temps. C'est pour dire que nous avons les ressources humaines, minières, mais nous avons besoin de comprendre. À vous entendre, Monsieur Patrick Armand-Poyon, vous avez fait une déclaration en disant que le pays le plus endetté du monde, ce sont les États-Unis. Oui. On penserait à un délit, excusez de peu. Et les États-Unis, c'est une puissance mondiale tout de même. Oui. Elle reste riche. Elle reste riche, mais elle est la plus endettée aujourd'hui. En termes de montant que quelqu'un doit à quelqu'un, il est le pays le plus endetté. C'est pour dire que voilà encore une réalité qu'il faut relativiser. On dit chaque fois les pays africains sont endettés. Or, aujourd'hui, la crise de la dette, ce n'est pas les pays africains qui sont en crise de dette. C'est pour dire que véritablement, il faut relativiser tout ça. On nous a fait croire que certains pays sont développés, d'autres sont sous-développés. Le développement est un processus jusqu'à la mort. Il n'y a jamais de fin de développement. Nous sommes tous en processus de développement. Le développement, c'est une progression et celui qui ne progresse pas recule. Donc, c'est pour dire que les États-Unis, c'est le pays le plus endetté du monde. En Afrique de l'Ouest, le pays le plus endetté du monde, c'est le Nigeria. C'est pour dire que plus on s'endette, plus les pays, en tout cas selon les théories économiques, plus les pays se sont endettés, plus ils se sont développés. Donc, c'est pas l'endettement qui est un problème. En réalité, c'est qu'est-ce que nous faisons avec les ressources que nous empruntons au niveau des bailleurs et tout ça. Nous venons d'avoir un conseil de l'entente ici à Cotonou et j'ai été déçu de constater que ça n'a abouti sur aucune décision stratégique. Qu'est-ce que ces pays-là vont faire ensemble? Rien n'a été décidé. Et les spécialistes vont venir à la télé, ils vont dire que c'est la faute de Yahi Boni, c'est la faute de ceci, c'est faux. Nous devons apprendre, nous intellectuels, à faire des débats, à faire des émissions pour éclairer les politiques qui n'ont pas pour profession de réfléchir. Ils doivent profiter de la réflexion qui se mène dans le pays. Il est important que les gens contribuent à un débat non politique, mais un débat de réflexion, de développement, de progrès. Aujourd'hui, Yahi Boni aurait suivi 2 ou 3 débats de spécialistes avisés ou de coachs professionnels. Je vous assure qu'ils seraient allés à ce sommet avec des propositions concrètes. On a donc besoin des coachs sur le plan politique. Nous avons besoin, sur le plan politique, sur le plan de l'accompagnement des jeunes. Je vous dis, le problème de l'emploi de l'Afrique ne sera jamais réglé à coup de financement. Ce serait réglé à coup d'efforts sur le mental des jeunes. Et on n'a même pas besoin de les rassembler tout le temps dans les salles. Et on n'a qu'à aller vers les radios, vers les télévisions, vers les presses écrites. Commencez par créer des émissions sur le mental, financer des émissions sur le mental. Faire en sorte qu'on continue, on commence par parler de pensée positive, de développement dans tous les endroits. Quand on a parlé de Centre africain de la pensée positive, je suis sûr que beaucoup de personnes se sont dit, bon, voilà des gens qui vont venir avec la philosophie, avec ceci. Mais non, il est important que les gens comprennent que sans la pensée positive, personne ne va nulle part. Le coaching, c'est certainement une nouvelle trouvaille de la mondialisation. Non, au fait, le coaching date de Mathusalem. C'est-à-dire, nos parents même, c'est pas venu même de quelque part. Nos parents même étaient des coachs. Parce que, imaginez, vous allez voir vos parents à la maison, quel que soit le problème que vous leur amenez, vous allez vous rendre compte qu'ils vont relativiser. Ils vont vous dire non, c'est pas aussi compliqué que ça. C'est pas tel que tu le vois. Donc, nos parents étaient des coachs. Je donne un exemple. Moi, mon arrière-grand-père, père à son âme, qui est mort, je crois, depuis 1914, disait, il avait 3 phrases célèbres dans sa bouche. Il dit, Yesu doboa gonvesu. On peut fermer tous les trous, mais on peut pas fermer le coco. Noix de coco là, on peut pas empêcher l'eau de rentrer dedans. Or, ça, c'est même dans la Bible. Quand on dit Dieu a mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Or, lui, ne connaissait pas la Bible. Deuxième chose, il dit, Gidi on voit Riméti, tu ne peux pas construire ton avenir à bout d'agitation, à bout de sabbat, tout de suite et tout ça. Il faut prendre le temps. Et la troisième chose, il dit, on était ici quand le marché a commencé. On sera ici quand le marché va finir. On était ici quand les problèmes ont commencé. On sera ici quand les problèmes vont finir. On était ici quand, comment on appelle, telle chose. Vous voyez les élections passées. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit dans ce pays? Le Bénin va brûler. Le Bénin va faire ceci. Le Bénin va faire cela. Mais c'est pour dire que les sages
sont dans leur coin. Ils font pas de l'agitation, mais ils font ce qu'on appelle la programmation positive du cerveau. Eux, ils répètent des phrases positives. Je me rappelle quand ça chauffait à un moment donné ici, j'ai suivi sur les télévisions béninoises qui ont commencé par passer des morceaux sur la paix. Et ces morceaux vont créer dans le mental des Béninois une dynamique de paix. Et ça va neutraliser la dynamique de guerre. Alors, quelle école pour le coaching en réalité? Au fait, moi j'ai fait personnellement mes études en Europe. Mais après ça, il a fallu créer le coaching africain. Nous avons mis en place donc le coaching africain et nous avons commencé par former. Il y a donc un coaching occidental et un coaching africain. Oui, par exemple aux États-Unis, vous avez le coaching coactif qui est une variante canadienne. Vous allez aux États-Unis, vous allez avoir, même si ça n'a pas de nom particulier, c'est-à-dire que le coaching doit s'adapter aux réalités du milieu. Il ne s'agit pas de venir d'ailleurs et de venir donner des leçons à quelqu'un. Je prends un exemple très simple. Alassane Ouattara a pris des coachs américains pour gagner les élections. Mais eux, ils ne savent pas qu'en Afrique, il y a une différence entre gagner les élections et prendre le pouvoir. Résultat, ils l'ont aidé à gagner les élections et vous savez tout ce que ça a coûté parce que la fin de la campagne devait être gérée d'une manière pour que Gbagbo accepte de donner le pouvoir. Donc tout ça là doit être intégré dans la dynamique comment on appelle de campagne. Donc bref, c'est pour dire qu'il y a un coaching africain qui a été mis en place qui compte aujourd'hui 300 coachs formés et certifiés au travers de l'Afrique et nous continuons dans ce sens. Nous en avons 25 au Bénin en ce moment. Mais nous continuons l'effort. Nous reviendrons bientôt pour une grosse opération de formation de coachs dans les entreprises. Les directeurs des ressources humaines doivent être des coachs. Nous allons faire en sorte que les conseillers des chefs d'État, des ministres soient des coachs. Nous, on ne cherche pas du boulot. Nous, on a besoin que ceux qui ont déjà ces boulots-là soient outillés pour bien faire leur travail. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez des gens qui jouent les experts. Ils jouent les intelligents, ils jouent les connaisseurs et donnent des conseils. Alors que non, personne n'a vécu assez longtemps pour tout connaître. Il faut poser les bonnes questions et laisser la personne qui a le problème trouver lui-même les réponses à son problème. Je prends par exemple le cas de l'Union fait la Nation ici. J'étais venu ici animer une conférence dans le cadre de l'Union fait la Nation et je leur ai dit, ne confondez pas expertise et expérience. Si vous confondez expertise et expérience, vous allez échouer. On a dit à Moussou expérimenter. Il est expérimenté dans ce qu'il a fait jusqu'à présent. Les élections de cette année n'ont rien à voir avec les élections que Moussou a connues. C'est carrément une autre situation. Il y avait la LEPI qui était une situation exceptionnelle. Pour la première fois, il y a un chef d'État qui a un regroupement de partis politiques pour aller aux élections. Donc tout ça là fait qu'il y a un changement dans la dynamique. Mais ils n'ont pas tenu compte de ça. Ils ont utilisé l'expérience des élections passées et les résultats sont ceux que nous connaissons. Vous dites que le coaching reste aujourd'hui la solution dans les couples. Comment le coaching peut aider les couples? Vous savez, l'homme et la femme sont différents de 5%. Les études biophysiologiques, je me base souvent sur des études scientifiques. Les études biophysiologiques viennent de démontrer que l'homme est différent de la femme de 5%. Alors que l'homme est différent du singe que de 1,6%. Ça veut dire quoi? Je suis plus proche du singe mâle que je ne suis plus proche que de la femme. Ça veut dire que concrètement, si je ne connais pas la différence entre la femme et moi, il y a énormément de problèmes que cela va s'ensuivre. Je donne un exemple très simple. Vous prenez une femme aujourd'hui, elle est compassion et dialogue. Elle veut dialoguer, elle veut comprendre, elle veut que son mari lui donne de l'importance. Alors que l'homme, lui, il est en compétition. Lui, il veut être reconnu dans ses mérites. Il veut que la femme lui dise, ça, tu es très fort dans ceci. J'ai le meilleur mari, j'ai le meilleur ceci. Alors que la femme, ce n'est pas être félicité qui l'intéresse, c'est la douceur. C'est pourquoi nous disons aux hommes, par jour, quelle que soit la réunion que vous avez, envoyez un SMS à votre femme. Rappelez-lui combien vous l'aimez. Rappelez-lui combien elle est la seule personne importante dans votre vie après Dieu. Quand vous allez dire ça et que quelqu'un va venir lui dire qu'il vous a vu avec une femme, c'est elle-même qui va renvoyer la personne. Il faut la nourrir de baratin et l'embrouiller certainement. Il faut être sincère. Et la dévier certainement. Non, il faut être sincère. Il ne faut pas la baratiner. Parce que je vais vous dire, si vous dites à une femme en face d'elle que vous l'aimez et que vous mentez, elle le sait. Parce qu'elle écoute le ton de voix. Elle écoute les non-dits. Donc, ne mentez pas à une femme en face d'elle. Elle va détecter. C'est important que nous puissions aimer. Aimer nos femmes. C'est très important. Parce que quand vous les aimez et que vous le faites ressentir, il ne faut pas dire que parce que je l'aime, elle sait. Non, il faut lui faire ressentir ça. Vous pouvez prendre toutes vos économies et amener votre épouse aux États-Unis en vacances. Dès que vous revenez des États-Unis, le soir même, elle va vous demander si vous l'aimez. Ça surprend l'homme. Parce que lui, il dit, je viens de montrer quand même combien je l'aime. Or, la femme n'est pas action. On vous dira, monsieur Patrick Ama Pognon, que la vie de couple, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Oui, je dirais même plus loin.
Le contrat de couple qui marche est un contrat entre deux égoïstes. C'est-à-dire quoi? Je dis ce pourquoi j'ai choisi ma femme, elle dit ce pourquoi elle m'a choisi. Et chacun fait l'effort de donner à l'autre ce pourquoi il a choisi l'autre, et ce couple va durer jusqu'à terme. Le problème, c'est qu'on fait croire aux gens aujourd'hui que l'amour va tout faire. C'est faux. Deuxième chose, on fait croire aux gens que Dieu donne des obligations au mari, des obligations à la femme. C'est faux. Ce qu'il faut faire, c'est mériter que ton mari, que ta femme puisse faire le meilleur pour toi en demandant ce pourquoi elle t'a choisi. Il faut faire cet exercice. Maintenant, quand la femme t'a dit, je t'ai choisi parce que tu t'habilles très bien, ça veut dire que jusqu'à la fin de vos jours, il faut que tu t'habilles très bien pour toujours mériter cet amour. Il a dit, par exemple, je t'ai choisi parce que tu es respectueux de moi-même et de ma famille. Donc, tu ne dois pas changer ça. Donc, bref, il faut que chacun demande à l'autre pourquoi il a choisi et que chacun fasse l'effort. Moi, j'ai ma compagne. C'est pourquoi je l'ai choisi. Je le lui dis toujours. C'est pour deux choses. Quel que soit ce que tu lui reproches, elle sourit, elle rit, elle accueille ça de façon agréable. Donc, il n'y a jamais de bagarre parce que tu as reproché quelque chose. Deuxième chose, elle ne me met aucune pression. Parce que vous savez, mon boulot m'occupe énormément. Je voyage beaucoup, je bouge beaucoup. Donc, si je n'ai pas une femme compréhensive, parce que compréhensive ne veut pas dire ne rien dire. Hein. Même si tu ne dis rien, si tu le penses, il y a toujours cette pression du fait que tu le penses, mais tu ne le dis pas. Mais donc, elle est compréhensive. Et à partir de cet instant, quand ces deux choses sont remplies pour moi, je suis heureux dans mon foyer, je suis heureux dans mon ménage. Donc, c'est pour dire que véritablement, comme elle sait ça, elle me donne ça. Et moi-même, je sais ce qu'elle veut, je lui accorde la même chose. Et il n'y a pas de raison pour que nous ne soyons pas heureux et en paix. Dans la vie du couple avec le coaching, il faut continuer à vivre le gné-gné-gné et se comporter peut-être comme de jeunes adolescents. Non, c'est pas ça parce que, au fait, ça c'est la première phase de la vie de couple, la romance. Sinon après, on passe de la romance à la maturité. Et la maturité, c'est 1 + 1 = 3. Je suis moi, donc j'ai mes activités, j'ai mes trucs. Elle est elle. Elle a ses activités, elle a ses amis et tout ça. Et nous sommes nous. Donc c'est ce troisième nous-là qui peut être nourri d'amour et tout ça, mais les autres, je vais vous donner un conseil pour tous ceux qui écoutent. Trouvez pendant la semaine un jour ou une demi-journée où votre femme est la patronne. C'est-à-dire, elle décide là où elle vous amène. Elle décide ce que vous faites pendant ce temps-là. Si vous lui accordez ça, je vous dis pendant une semaine, ses pensées vous accompagnent comme des prières parce qu'elle est contente, parce qu'elle est épanouie, parce qu'elle est heureuse. La femme n'a pas besoin de beaucoup de choses. Elle a besoin d'un peu de temps pour elle. Elle veut être la patronne de votre temps pendant au moins une demi-journée par semaine. Donc, il est important. Tous ceux qui l'ont fait ont toujours témoigné. Et là, l'homme n'a que de rôle à jouer. Et que doit faire la femme? La femme, en échange, par exemple, c'est surtout sur le plan de l'érotisme. Le regard de l'homme est érotisé. Si la femme passe tout le temps à jouer la vieille fille à la maison, l'homme va avoir des maîtresses à dehors. Il est important qu'elle comprenne que son mari a besoin d'être nourri d'érotisme. Les robes de chambre, les tenues de chambre, aller faire parfois le repas en tenue de chambre, se promener dans la maison en tenue de chambre. Tout ça là, c'est très important. Continuer à faire la petite fille, certainement. Mais on doit rester petite fille pour son mari jusqu'à Mathusalem. C'est à la fois ton mari, c'est à la fois ton amant. Donc il est important que nous puissions... Parce que, je vais vous donner un exemple. On a fait un coaching de couple à Ouaga. Un vieux de 62 ans prend la parole à côté de sa femme et dit, coach, pourquoi nos femmes ne font jamais le premier pas? Sa femme dit, mais attends, ça fait 35 ans qu'on est mariés. Tu n'as jamais dit ça? Il dit, non, on n'a jamais eu l'occasion d'en parler. C'est maintenant le rendez-vous d'en parler. Vous voyez combien d'années de frustration il y a eu dans ce couple-là. Donc l'homme, première chose, a besoin d'érotisme. Il a besoin que sa femme... Par exemple, il y a une femme qui m'a dit que son mari n'est jamais rentré dans sa cuisine. Alors je lui ai dit, bon, voilà ce que tu vas faire. Va préparer en tenue de chambre. Elle dit, elle est rentrée à la cuisine, elle n'a même pas eu le temps d'allumer le feu que son mari était derrière elle. Parce que l'érotisme attire l'homme. Donc c'est ça qui le garde au foyer. Maintenant, on va me dire qu'il y a les enfants. Les week-ends, envoyer les enfants chez les grands-parents. Ils sont contents de les prendre et passer du temps seul à la maison. Et là, vous parlez à ceux qui ont les moyens et ceux qui ont connu un niveau de civilisation donné, justement. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a de riche dans ce que je viens de dire? Il n'y a rien de riche dedans. Il n'y a rien de riche. Vous voulez demander aux femmes paysannes béninoises d'aller à ce romantisme, alors que nous sommes baigés dans une culture. J'ai voyagé sur Porto-Novo une fois ici avec une dame, 62 ans. Elle était dans le véhicule quand une jeune fille disait qu'elle a un problème, son mari ne dort plus à la maison, son mari est tout le temps dehors. Et la femme dit, ça ne peut pas m'arriver. On dit comment?
Elle dit il y a quelques jours à peine, 62 ans, quelques jours à peine, qu'elle a constaté qu'un jour, son mari a traîné, il est venu vers 23h. Que le lendemain soir, elle est allée chez la coiffeuse, elle a fait ses cheveux, elle s'est mise en culotte badi. Elle a porté un t-shirt et elle était en train de causer avec les enfants dehors. Son mari est venu, ne l'a pas reconnu. Elle est rentrée à la maison, demandait madame. Et on lui dit, c'est maman qui est dehors. Elle vient et elle dit au mari, la jeune fille dehors là, moi aussi je suis jeune fille. Elle dit, le gars n'est plus jamais sorti. Parce que il faut comprendre ça. Et là, il faut fouler au pied les réalités culturelles de notre pays. Avec cet exemple. Il y a un ministre burkinabé qui a dit, la culture se crée tous les jours. Voilà le problème de l'Afrique. On pense que la culture c'est le passé. La culture se crée tous les jours. Il est important que nous créions les cultures d'aujourd'hui. Parce que je ne peux pas perdre mon mari, perdre mon foyer à cause des problèmes culturels. Ce n'est pas possible. Il faut que nous créions la culture qui s'adapte à aujourd'hui. Et nos valeurs s'y prêtent. Nos valeurs ont des réalités d'aujourd'hui. Vous voyez la démocratie. La démocratie est partie de l'Afrique. C'est les rois traditionnels qui avaient les systèmes qu'on appelle aujourd'hui démocratie. Parce que la démocratie, c'est la dictature des lois. Et cette démocratie, on nous l'a amenée sous une autre forme. Nous avons préféré la forme de blanc. Au lieu de repartir à notre passé, pour trouver les valeurs démocratiques qui s'adaptent à nos réalités, nous avons déconné, nous sommes partis dans le ravin. Je vais vous donner un exemple très simple. Si en 1990, on avait fait un régime constitutionnel où Kérékou était un président sans pouvoir et c'était le premier ministre qui était élu, vous voyez tous les dérapages que nous avons eus, nous ne l'aurons pas eu. C'est-à-dire un président qui est honorifique comme en Allemagne et on laissait ça à Kérékou et on élisait d'office un premier ministre qui gère l'État, qui gère ceci. Vous allez voir que le Bénin aurait vécu 20 et quelques ans d'apaisement et de paix, de joie et de développement et de progrès. Et parlons-en du moins, monsieur Patrick Ama-Pognon, en quoi le coaching pourrait être utile aux questions de gouvernance? Vous savez, aujourd'hui, par exemple, on est à l'heure de la refondation. Après l'heure du changement. Vous comprenez bien ce thème, refondation, certainement. C'est notre thème. C'est un coach qui est mieux placé pour parler de refondation et de changement. La refondation. C'est un thème de coach. C'est un thème de coaching. Expliquez-nous alors justement ce que c'est que la refondation, avant d'aller faire le lien avec la gouvernance. Okay. Justement. Déjà, je vais vous dire, la refondation n'est qu'une variante du changement. Le président Yahya Boni a été rusé. Comme le changement n'a pas marché, il risquait d'être hué en reprenant un changement. Il a donc dit refondation. Au fait, il s'agit de quoi? Il s'agit que tel que nous fonctionnons aujourd'hui, si nous continuons pas à fonctionner comme ça, nous allons tout droit dans le ravin. Alors changeons. Changeons de façon de faire. Changeons de façon de penser. Et quand on dit refonder, ça veut dire que c'était déjà fondé. Donc, il s'agit de se réconcilier avec les valeurs béninoises, avec les réalités que nos ancêtres nous ont laissées et qui fondent le dialogue, la paix, le développement, le progrès. Rappelez-vous le palmier à huile dans ce Dahomey. Aujourd'hui, le palmier à huile est détruit. Donc, refonder, revenir aux valeurs qui ont fait leur preuve, qui nous ont permis d'avancer, qui nous ont permis d'aller. Vous savez, j'ai déploré le fait que dans une chronique que j'ai signée sur le cerveau collectif africain, j'ai déploré le fait que je suis certain que le président Yahya Boni et ses conseillers au changement n'ont pas lu le livre de Jérôme Carlos sur le changement. Parce qu'il faut écouter les spécialistes. Le chef de l'État peut avoir une volonté politique, mais c'est les spécialistes de la question qui vont l'éclairer, qui vont lui permettre de pouvoir savoir ce qu'il faut faire. Mais la presse aussi aurait pu aider en recevant Jérôme Carlos ou d'autres spécialistes de la question sur des thèmes de télévision. Tout ça pour obliger le président à entendre ce qu'on est en train de dire. Le changement a échoué, la refondation est mal partie. Je le dis avec tout le respect que je dois au président Yahya Boni, le changement est mal parti. Et si nous ne faisons rien... La refondation est mal partie. Pardon, la refondation est mal partie. Le changement a été un échec. Un échec parce qu'on a pensé que le changement et la refondation sont des concepts politiques. Ce n'est pas des concepts politiques, c'est des concepts mentaux, c'est des concepts de développement. Et ça ne passe pas par des réformes politiques nécessairement comme on est en train de faire. C'est parce que quelle que soit la loi que vous votez, c'est les hommes qui vont l'appliquer. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est créer sur les radios, créer dans les écoles, des conférences, des émissions, des trucs sur le mental, sur le développement, sur la nécessité de changer, la nécessité de ne plus continuer comme on le fait jusqu'à présent. Regardez l'avenir politique du Bénin. Dites-moi, qui se positionne pour gagner les élections dans 5 ans? Personne. C'est un flou artistique total. Le Bénin ne peut pas continuer comme ça. Vous prenez les élections. Personne, le peuple béninois ne rêve plus
Il n'y a plus de leaders dans ce pays. Et il faut revoir tout ça. Il faut susciter des leaders. Il faut former des leaders. Il faut outiller des leaders. Aujourd'hui, tout est amateurisme et ça doit changer. Et c'est ça la refondation. Alors, la refondation, comment cela peut se traduire dans les actes? Vous l'avez rappelé, monsieur Patrick Aman-Poyon. Mais on se demande s'il y a un lien entre le coaching et la pensée positive. Vous avez cité tout à l'heure monsieur Jérôme Carlos, oui. Et de concert avec Thomas Boya, ils ont sorti un ouvrage, Je pense positif, ma vie change. Est-ce qu'il y a un lien entre le coaching et la pensée positive? La première fois où je suis revenu au Bénin après 5 ans à l'extérieur, la première chose que j'ai eu à faire, c'est d'identifier des personnes qui font du coaching au Bénin. Et sans le savoir ou bien... Non, je me suis renseigné, j'ai cherché d'abord à savoir. Et c'est dans ce cadre que le sénateur, le monsieur Jérôme Carlos, aujourd'hui sénateur des ambassadeurs du développement, a été élevé au rang de sénateur. Sénateur. Voilà, des ambassadeurs du développement. Nous n'inventons pas la roue. Il ne faut pas venir dans un pays jouer comme si tu es le seul connaisseur, tu es le seul connaît. Les gens sont en train de faire un travail avant nous, avant qu'on arrive. Il fallait saluer ça. Donc, ils font du coaching. Il ne faut pas te tromper de mots, ils font du coaching. La pensée positive est l'une des clés du coaching. Et aujourd'hui, vous voyez par exemple, quelqu'un va vous dire qu'il est chrétien. Vous rentrez dans son salon, vous n'avez aucune citation chrétienne dans son salon. Non, ce sont ces citations qui nourrissent notre mental. Quand tu dis par exemple le vaudou te fatigue, mais alors qu'il y a une phrase qui dit que Dieu a mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il faut écrire ça dans ta chambre, il faut le lire tous les jours. Donc la pensée positive, je pense positive, je gagne. Je pense positive, j'avance. Je pense positive, je me développe. Je pense positive, je réussis. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, et vous voyez, vous revenez à ce que je disais, que aujourd'hui, pour faire la refondation du Bénin, il faut faire en sorte que les spécialistes de la pensée positive, qu'on peut appeler aussi coach, passent dans des écoles, dans des universités, dans des télévisions, dans des radios, sur les trucs, pour produire des discours durables, des discours qui changent notre mentalité. Que la femme de Tokpa cesse de dire le Bénin est compliqué, le Bénin est foutu, tout va mal. On change le mental des hommes. C'est ça qu'il faut faire. Et je crois que pour ça, il est important que le président comprenne que ce n'est pas un concept politique, la refondation. Ce n'est pas un concept politique, la refondation. Monsieur Patrick Aman-Poyon, nous allons vous demander ceci par rapport aux réformes qui sont engagées aujourd'hui dans notre pays. Est-ce qu'on peut se servir du coaching pour réussir? Déjà, je vais vous dire aujourd'hui, les réformes, la volonté du président Yahi Boni de réformer le Bénin est une très bonne chose. La deuxième chose, Yahi Boni ayant raté son changement, a voulu aller très vite par rapport à la refondation. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. Seulement, il y a des méthodes. Le président Senghor a dit, pour réussir toute chose dans la vie, il faut l'organisation et la méthode. Le Burkina est en train de faire une réforme, une refondation, sans dire le mot refondation. C'est un truc qui allait partout. C'est la population qui réfléchit sur les propositions du chef de l'État et qui fait des analyses. Et il y aura des assises nationales. À ces assises nationales, ils vont décider des choses pour leur pays. C'est donc important que le président comprenne que c'est vrai, les politiciens sont à coup d'idées. Ils n'ont rien à apporter dans ce débat. Et c'est pourquoi il veut fuir le dialogue. Mais ce n'est pas avec les politiciens qu'il faut dialoguer. C'est avec le peuple qu'il faut dialoguer. Il faut aller partout. Il faut aller à Tchoumi-Tchoumi. Il faut aller à Tangueta. Il faut aller partout pour donner la parole au peuple. Le peuple est intelligent. Le peuple connaît mieux que le président, enfermé dans son palais, les problèmes et les réalités de ce pays. Donc, il faut une approche participative de la refondation. Aujourd'hui, les hommes sont fatigués. Les hommes autour du président sont fatigués. Il faut des hommes nouveaux, des gens qui sont capables d'amener une lecture nouvelle, de ne pas chercher à se montrer, de ne pas chercher à jouer ses moi, mais dans la discrétion, en toute discrétion dans l'ombre, des gens qui vont mettre en place des méthodes pour qu'au sortir de son mandat, tout ce qu'il veut soit obtenu, mais que ce ne soit pas des passages en force comme ça se fait aujourd'hui. Le coaching est donc un genre d'orientation. Oui, c'est une orientation, mais ce n'est pas le coach qui donne l'orientation, mais c'est une aide pour que la personne choisisse la bonne orientation. Je vais vous donner un exemple. Quand je disais tout à l'heure que Dieu a mis devant nous une porte ouverte que personne ne peut fermer, mais il faut trouver la bonne porte. Parce que si tu es face à une mauvaise porte, elle ne s'ouvrira pas. Donc, il est important que nous trouvons le chemin, la méthode. Comment ça va se faire? Le président Yahi Boni a aujourd'hui toutes les armes,
toutes les chances. Il y a pratiquement plus d'opposition. C'est une situation favorable pour lui, pour faire en sorte que le Bénin se souvienne de lui. Mais ce n'est pas en faisant des passages en force, c'est en faisant appel à des spécialistes qui peuvent l'aider. Vous dites que l'audace occupe une place importante dans le coaching. Comment? Oui, parce que, vous savez, quand tu ne comprends pas, tu as peur de faire. Mais quand tu comprends, ça devient facile, ça devient évident. Et tu as le courage de pouvoir le faire. Je vous dis, aujourd'hui, moi, je n'ai pas 40 ans. Mais aujourd'hui, ce que je réalise, les gens sont surpris chaque fois de voir qu'à mon âge, je puisse le faire. J'ai toujours travaillé sur la base de l'audace. Parce que je crois que si un Américain à 17 ans a pu créer une entreprise, ça veut dire que l'Africain doit pouvoir le faire mieux que lui à cause de notre composition biophysiologique. Résultat, aujourd'hui, je considère que moi-même, je suis qu'une génération intermédiaire. Et nous allons faire en sorte que les jeunes qui viennent après aient le courage d'entreprendre des choses que personne n'a fait jusqu'à présent. Et qu'à 17 ans, à 16 ans, ils puissent créer leur entreprise. Mais nous ne faisons pas que susciter l'envie. Nous faisons des recherches pour mettre à la disposition des gens les outils maintenant pour que maintenant qu'il a l'envie, maintenant qu'il a l'audace, il puisse avancer. Sinon l'audace, sans audace, vous ne pouvez rien. Sans audace, sans courage, sans détermination. Le jour où Barack Obama a dit qu'il veut être président des États-Unis d'Amérique, tout le monde s'est moqué de lui. Aujourd'hui, il est président. Le jour où l'Afrique du Sud a dit... Yes, we can, c'était son slogan. Yes, we can, because impossible is nothing. Oui, nous pouvons, parce que l'impossibilité est une bêtise. Et ça, c'est de Martin Luther King. Donc, c'est pour dire qu'il est important que nous comprenions. Maintenant, quand je prends même la refondation, il est important qu'il y ait des concepts qui naissent autour de la refondation. Comme, par exemple, l'audace et tout ça. Il faut sortir des phrases célèbres et maintenant faire en sorte que, en pays des télévisions, des spots à la télé, à la radio, pour qu'on diffuse ça, pour que le mental du Béninois récupère ça. Parce que quand le mental a récupéré, le gars n'a plus le choix. Il va obéir à son mental. Vous dites que le coaching, c'est pour amener les gens à démarrer. À démarrer comment? Vous savez, on dit, dans la vie, si vous voulez faire quelque chose, le plus important, c'est de faire les 3 premiers pas. Dès que vous faites les 3 premiers pas, la nature s'occupe du reste. Je vous dis aujourd'hui, je prends le cas du Bénin. Moi, je reviendrai ici, avec ou sans accompagnement de l'État. Nous allons prendre des jeunes, nous allons prendre des centaines de jeunes, que nous allons former maximum en 1 semaine. À l'issue, nous allons les accompagner pour créer leur entreprise. Et je vous garantis qu'aucun de ces jeunes ne va échouer dans son initiative d'entreprise. Et on n'a pas besoin que quelqu'un lui donne un financement pour créer son entreprise. Parce que l'entreprise ne se crée pas avec l'argent. L'entreprise se crée avec quelque chose à vendre. L'entreprise ne se crée pas avec l'argent. Oui. Et comment démarrer? Justement, il faut quand même réaliser, il faut louer un endroit et toutes les dépenses liées à la gestion d'une entreprise, vous le savez justement, il faut l'argent. Je donne un exemple très simple. J'ai rencontré un jeune qui veut créer un centre informatique. Je dis pourquoi? Il dit parce qu'il veut former les gens en informatique. Il n'est pas informaticien, mais c'est ça qu'il veut faire. Je dis ok, va demander à tel cyber à combien ils vont te louer la salle pour le temps qu'il faut pour former quelqu'un. Ils ont dit 5 000 par personne. Il est venu me dire. J'ai dit trouve un formateur en informatique et demande-lui combien il va prendre pour ce temps de formation par personne. Il dit 5 000 par personne. Finalement, je lui dis, tu vas faire un prospectus, tu vas photocopier et tu vas distribuer. Je peux même te donner les copies. Maintenant, tu vas faire la formation en informatique à 15 000 par personne. Toi, tu inscris les gens, tu paies 5 000 francs à la salle et celui qui va animer va prendre 5 000 francs. Toi-même, tu prends 5 000 par personne. Il a eu 20 personnes pour un départ. Il a gagné 100 000 francs sans dépenser un seul franc. Il va répéter ça. Maintenant, quand il aura suffisamment d'argent, il pourra créer son centre informatique. Voilà comment se crée une entreprise raisonnable. Aujourd'hui, le problème, c'est que le jeune, il ne sait rien faire. Il n'a rien appris. Mais il aligne des millions sur papier. Et la plupart, je vais vous donner le cas du Mali et du Sénégal que je connais. Au Mali, tous ceux qui ont eu ce financement se sont mariés avec. Au Sénégal, ils ont fait immigration clandestine avec ça. Au Burkina, ils ont acheté des véhicules 4x4 avec ça. C'est pour vous dire que véritablement, le jeune qui a une idée, qui sait par où aller, qui est formé pour faire ce qu'il faut pour se développer, ce n'est pas le financement qu'il lui faut. Le financement peut venir après, pour démarrer ce qu'il a déjà entrepris. En des mots très simples, on ne peut pas emprunter l'argent de quelqu'un pour essayer. Et beaucoup de Béninois, vous le savez, et bien sûr, de jeunes Béninois sont au chômage aujourd'hui. Ils ont fait des études universitaires, ils ont fait des universités professionnelles et pourtant, ils sont garés, ils attendent toujours. Et là, qu'est-ce que le coaching peut leur
permettre de faire pour sortir de cette galère? C'est pas ce que le coaching peut faire, le coaching va faire. C'est pourquoi j'ai dit je reviendrai en 2012 ici. Déjà le vendredi matin, j'ai eu une rencontre avec les fondateurs d'école pour voir avec eux qu'est-ce que le coaching peut faire pour que le parent d'élève soit accompagné, l'enseignant soit accompagné, l'élève soit accompagné. Vous savez, il s'agit pour nous d'agir aujourd'hui. Nous sommes au temps de l'action. Nous avons pris le temps de faire des recherches. Maintenant, nous avons des solutions qui sont là. Il faut mettre à la disposition des gens. Donc, c'est pour dire que nous allons faire en sorte que les jeunes, à l'eau de milliers, j'ai un ami qui est burkinabé, qui a un programme de formation et de mise en entreprise de 3000 jeunes au travers de l'Afrique. Mon objectif, c'est d'avoir 1000 pour le Bénin. Et les meilleurs vont avoir 3 mois de stage en Belgique. Parce que les chefs d'entreprise de Belgique vont prendre les meilleurs pour faire une immersion en entreprise là-bas. C'est pour vous dire que véritablement, le jeune a besoin, premièrement, de se rendre compte de son potentiel. Deuxièmement, de clarifier son objectif. Troisièmement, de se mettre en action. Nous avons un potentiel énorme, mais la théorie a étouffé, la théorie a caché. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, tel qu'on nous forme à l'école, c'est-à-dire, je prends le cas de Monsieur Lucien. Est-ce que quand Monsieur Lucien rentrait à l'université, est-ce que les ambitions qu'il avait, les projets qu'il avait, le zèle qu'il avait, la détermination qu'il avait, est ce qu'il a eu à la sortie de l'université? Non. L'université a tué tout ça. C'est vrai que vous n'êtes pas dans cette émission pour poser des questions, mais comme ça nous touche, oui. Je l'ai dit, depuis ma classe de 6e, je veux être journaliste. Je l'ai martelé et je ne sais pas si c'est devenu une réalité, en tout cas aujourd'hui. Vous vivez la situation avec moi. Continuez votre développement. Oui, mais c'est pour dire que j'étais avec le sénateur Jérôme Carlos qui m'a dit, il y a journaliste dans journaliste. C'est pas la compétence. Aujourd'hui, tu es journaliste, tu es compétent, tu fais ton travail. Mais est-ce que tu vis de ton métier? Est-ce que c'est ce journalisme-là que tu espérais? Est-ce que c'est ce journalisme-là qui était ton rêve? Est-ce que ce n'était pas pouvoir faire des enquêtes, pouvoir révéler des choses, pouvoir faire en sorte que le pays bouge, pouvoir... C'est-à-dire, je suis en train de réveiller cette passion qui était autour du métier de journalisme. Le rêve est resté, le métier est resté. Mais est-ce que c'est cette fougue, ces idées, ces stratégies qui tournaient dans la tête avant que M. Lucien ne rentre à l'université, est-ce qu'aujourd'hui, ce sont ces réalités qui sont là? C'est ça, la réalité. Alors, que doivent faire les jeunes par rapport à cette situation et profiter du coaching, justement? C'est pouvoir déjà saisir les opportunités. C'est vrai que le sénateur Jérôme Carlos m'a reproché le fait que je ne fais pas souvent de médiatisation autour de mes projets quand j'arrive, et nous allons remédier à ça. Pas parce que nous le souhaitons, mais franchement, nous disons il faut que beaucoup de personnes sachent ce qui se fait. Je me rappelle, dans ce pays, j'ai écrit des chroniques qui a été lues par quelqu'un, M. Enoch Agoliago, qui a lu mes chroniques, et après je suis venu pour une formation, il est venu, il a dit que si ce n'est pas les chroniques qu'il a lues, il ne viendrait pas. Parce qu'il a suivi beaucoup de formations où les gens disent trop de conneries inutiles. Mais qu'en lisant les chroniques, il s'est rendu compte que celui-là a quelque chose vraiment à nous apporter. Donc bref, c'est pour dire que nous allons faire de la médiatisation autour des prochaines venues que je vais faire sur le Bénin pour faire en sorte que le maximum de jeunes puissent suivre ça. Je prends à témoin tous ceux qui ont suivi mes formations ici au Bénin depuis 1 an et quelques que j'arrive. Il n'y a pas une seule personne qui peut dire qu'après avoir suivi ces formations, il n'a pas créé son entreprise. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et ils réussissent. Mais en fait, ils sont accompagnés parce qu'on ne fait pas une formation et on les lâche. Ils sont immédiatement reversés sur ce que nous appelons le cerveau collectif africain. Et en ligne, ils continuent d'être nourris mentalement par des chroniques, par des réflexions, par des soucis. Et ils posent leurs préoccupations, ils posent leurs problèmes et on les accompagne. C'est pour dire que si ce que nous faisions était de l'illusion ou de la politique, on allait faire beaucoup de bouquins autour de ça pour que tel ou tel politicien puisse nous voir travailler avec nous. Non, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des résultats. C'est de faire en sorte que l'Africain change. Je reviendrai ici et pour la presse parce que le 14 juillet, je suis à Ouaga pour rencontrer toute la presse nationale pour voir ce que le coaching peut faire d'abord pour les journalistes eux-mêmes. Parce qu'il faut aider le journaliste parce que c'est un instrument important de développement. Même dans la refondation, il ne peut pas y avoir de refondation du Bénin sans un accompagnement des journalistes. Donc, c'est pour dire que nous allons toucher tous les secteurs stratégiques dans le développement du Bénin. Moi, je suis béninois, mais je ne vis pas ici. Et depuis, j'ai fait 5 ans à l'extérieur sans rentrer.
Mais les gens ont commencé par me dire, c'est pas normal, il faut que tu penses à ton pays et tout ça. Et aujourd'hui, je me suis réveillé avec une idée dans la tête. Il faut aimer le Bénin. Et je veux maintenant aider le Bénin et montrer mon amour à ce pays. Et nous allons le faire parce que nous avons des personnes de valeur dans ce pays qui sont prêts, qui ne sont pas politiciens, qui ne sont pas ceci, mais qui sont des personnes qui pensent que la pensée positive peut changer des choses dans ce pays. Vous pensez justement que l'apitoiement de soi n'est pas une bonne chose? C'est une très mauvaise chose. C'est une très mauvaise chose. Mon parcours n'est pas fait que de bonheur. Et on ne dit pas qu'avec le coaching, tout est rose. On dit qu'avec le coaching, on apprend à surmonter les difficultés. On apprend à surmonter les obstacles. Donc, il ne s'agit pas de croire qu'avec nous, pas de soucis. Non, bien au contraire, il y aura des problèmes, mais tu sais maintenant comment les affronter avec recul, avec apaisement. Et surtout, tu assumes ta responsabilité dans ce qui se passe. C'est important parce que celui qui est responsable de la situation, c'est lui qui est responsable de la solution. Donc si c'est l'autre, imaginez, si je dis mon sort est dans la main du président Yahya Boni, ça veut dire que sans lui, je ne peux pas réussir. Oh non, mon sort est dans ma main. Je peux décider d'être l'architecte de ma vie comme je peux laisser quelqu'un d'autre être l'architecte de ma vie. Il est question de prendre son destin donc en main. Prendre son destin en main, c'est ça. Je suis fils de pauvre, je suis malheureux, je suis cela, nous on ne peut pas réussir. Alors à ceux qui disent ça, ils n'ont qu'à rencontrer un coach et ils diront plus ça. En bout d'une heure d'entretien, ils diront plus ça. Au bout d'une heure, je n'ai jamais rencontré quelqu'un, je défie qui que ce soit dans ce pays qui pense avoir des problèmes, d'avoir un entretien d'une heure avec moi et de penser la même chose. Alors, est-ce qu'on peut avoir des exemples des pays où le coaching a fait école et ça marche? D'abord, le Burkina Faso est un pays aujourd'hui où le coaching africain est très bien assis. Très bien assis parce que reconnu au milieu politique, puis on a des ministres coachs, on a des gouverneurs coachs, on a des scientifiques, des vice-recteurs d'université qui sont des coachs que nous avons formés. Nous avons, au niveau du commandement de l'armée du Burkina, on a 10 officiers supérieurs de l'armée qui sont des coachs que nous avons formés. Donc bref, c'est pour dire que le Burkina est aujourd'hui le pays, parce que sur les 300 coachs formés en Afrique, le Burkina seul a près de 200 coachs. Donc c'est le pays qui a le plus fait une pénétration. Il n'y a pas de région du Burkina où on ne sait pas ce que c'est que coach, parce que j'ai fait énormément d'émissions sur la télévision nationale qui ont permis à tous les gens de tous les coins du Burkina de savoir de quoi nous parlons. Et quand vous prenez le Mali c'est le pays où j'ai été pendant près de 5 à 6 ans. Aujourd'hui, le Mali a 54 coachs, mais le Mali aussi a eu énormément de conférences, des ministres, des choses là. Donc là aussi, on a fait une pénétration à outrance. On a le Bénin. Depuis quelque temps, nous sommes en train de faire un travail important ici au Bénin, où nous avons des personnalités de plus en plus qui sont au courant, qui savent ce qui se fait. Le directeur général autonome du port autonome de Cotonou, par exemple, est sur le cerveau collectif africain, il suit tout ce qui se passe, il participe au débat, et c'est pourquoi nous croyons qu'il doit pouvoir faire mieux que les autres à cause de tout ce qu'il a comme nourriture mentale sur ça. Donc, le Bénin est aujourd'hui le 3e pays en termes de pénétration. Le Togo est en train de faire son bonhomme de chemin avec une dizaine de coachs qui ont été déjà formés. Vous prenez un pays comme le Sénégal, le Gabon, c'est des pays qui ont déjà des coachs formés. Le Cameroun a des coachs formés. Donc, nous sommes en train de faire en sorte que, au lieu de courir partout, nous fassions en sorte qu'il y ait des pays où c'est bien assis. Et même si on n'est plus là, ça doit pouvoir se voler de ses propres ailes. C'est le cas de ces pays que j'ai cités. C'est donc maintenant que le coaching s'installe en Afrique. Oui, parce que, au fait, même en Europe et aux États-Unis, parce qu'aujourd'hui, nous sommes même en avance en termes de clarification du coaching. Parce que vous prenez l'équipe de France aujourd'hui, ils ont un coach, mais il l'appelle préparateur mental, parce qu'il n'arrive pas à faire encore la différence entre ce qu'est un coach et un entraîneur de football. Donc, c'est pour dire que même aux États-Unis et en France, le coaching n'a pas le niveau d'avancement que nous avons aujourd'hui en termes de clarification du concept en Afrique. Et c'est pour dire que nous continuons dans ce sens pour faire en sorte que, et nous sommes en train de préparer avec l'Union africaine la possibilité que l'Afrique soit la première partie du monde à avoir une réglementation sur le coaching. Parce qu'aujourd'hui, aucun pays du monde n'a encore une réglementation pour encadrer le coaching. Et nous sommes en train de travailler à ça. En réalité, quelle différence y a-t-il entre le coach et un entraîneur? Au fait, l'entraîneur est un technicien. Donc, il sait comment taper dans le ballon. Il sait les schémas de jeu qu'il faut faire. Pendant longtemps, on a fait la confusion de l'appeler coach. Mais de plus en plus, on est en train de se rendre compte qu'il y a un coach qui doit rester à côté de l'entraîneur. Lui, son problème, c'est de créer l'envie de gagner, l'envie de vaincre. Donc, lui, c'est pas apprendre à quelqu'un à jouer au ballon. Le coach n'apprend pas à quelqu'un à jouer au ballon. Un exemple très simple. Vous savez, en 2008, quand la France a pris sa Coupe du Monde, il y avait dans l'équipe un coach qui ne connaissait rien du football.
c'est un coach des sociétés automobiles. Lui, il est chargé de créer l'esprit d'équipe dans les sociétés automobiles. Mais on l'a pris comme coach à côté de Aimé Jacquet. Donc, Aimé Jacquet a pris le temps de voir ce qu'il fait. Et quelques temps après, il circulait sur une route quand il y avait un encadreur des jeunes qui voulait encourager les jeunes à monter sur une montagne pour apprendre à grimper. Et pendant 1h30, il n'a pas pu les convaincre de bouger. Les enfants s'amusaient. Et puis Aimé Jacquet arrive, il lui demande quel problème il a, il raconte. Il lui dit, va un peu loin. Il dit aux enfants, lui dit que vous êtes des voyous, vous êtes des irresponsables, que vous ne pouvez pas aller en haut. Moi, je dis que vous êtes des responsables, vous êtes des garçons sérieux. Et qu'avant qu'ils ne reviennent, vous serez en haut. Vous voulez donner raison à qui? Les jeunes sont montés. Les jeunes sont montés rapidement. Alors il vient, il dit quelle est la différence? Il dit, toi tu es entraîneur. Moi j'ai côtoyé un coach et je fais désormais du coaching. Donc c'est pour dire que la différence, c'est que l'autre est un technicien de football alors que l'autre est un technicien du mental. Monsieur Patrick Aman-Poyon, il suffit que je me fasse l'idée par exemple et que j'ai l'audace de construire une maison à étage et que simplement cela passe dans la réalité. Et je n'ai pas besoin de trop me gêner pour aller chercher les moyens. Non, c'est pas que simplement, mais ça va arriver certainement. C'est-à-dire à partir du moment où le mental a pris. C'est pas magique. Je donne un exemple. Il y a une dame à Paris et je vais donner des exemples très importants. Il y a une dame à Paris, tous les jours, elle se lève de 8h à 9h et elle va devant un concessionnaire et regarde une voiture. Et chaque jour, quand les gens lui demandent pourquoi elle est là, est-ce que vous voulez acheter la voiture? Elle dit, je ne sais pas si je vais acheter, mais cette voiture est à moi. Et au bout de quelques semaines, il y a un monsieur qui la voit tous les matins. Le soir, le monsieur rentre à la maison, il dit à son chauffeur de s'arrêter. Il va là-bas, il demande, la dame qui reste ici tous les matins, quel problème elle a? Les gens disent, au fait, elle dit que la voiture lui appartient, mais qu'elle ne sait pas si elle va acheter. Le gars a réfléchi longtemps, il dit, la voiture coûte combien? On lui dit le prix, elle paie. Il paie et il dit demain matin, quand il va venir, remettez-lui la voiture. Quand j'ai raconté ça au Burkina, dans la salle, les gens se sont dit c'est faux. Un des gouverneurs actuels du Burkina. Là, c'est un acte de générosité qui a accompagné la pensée de l'autre. Oui, c'est pour dire que ce n'est pas ta pensée seule qui fait, mais ta pensée va créer, c'est-à-dire l'envie de certaines personnes de t'aider, de t'accompagner. C'est-à-dire que la maison ne va pas tomber du ciel. Il faut que quelqu'un te donne. Un exemple burkinabé, l'actuel gouverneur du Sahel au Burkina, il a raconté qu'il a eu la voiture de la même manière. Il est parti à un appel d'offres. Il a proposé 350 000. Le premier a proposé 425 000. Le deuxième 400 000. Le troisième 375 000. Donc lui, le quatrième, on l'a éliminé. On a pris les trois premiers. Il sort, il dit à tout le monde, et pourtant cette voiture est pour moi et pour personne d'autre. Le jour de la délibération, il arrive. Le premier qui a dit 425 000 n'a pas trouvé l'argent. Le deuxième qui a dit 400 000 n'a pas trouvé. Le troisième qui a dit 375 000 francs a trouvé, l'argent était en train de compter. Alors il est allé dire au deuxième de dire qu'il a déjà l'argent. Et que quand on va l'appeler, qu'il va lui remettre l'argent, il va payer et pour lui, et il va lui donner son argent de bière. Donc le gars a accepté. Le gars va dire qu'il a l'argent. On dit délibération définitive, c'est le deuxième qui a gagné. Le troisième est rentré à la maison avec ses 375 000. Maintenant on demande au deuxième de venir payer. Il se tourne vers le colonel, il dit colonel, donnez l'argent. Il dit moi j'ai pas l'argent. Mais vous avez dit de dire qu'il y a l'argent. Il dit oui, si j'ai pas dit ça, l'autre allait payer. Oh, c'est ma voiture. Donc il dit moi j'ai pas l'argent, mais cette voiture est pour moi. Un commerçant se lève à côté. Il dit colonel, c'est l'argent qui règle tout, non? Il dit oui. Il dit j'ai 500 000 ici, est-ce que ça peut vous suffire? Il remet les 500 000 au colonel. Le colonel prend les 500 000, il paie la voiture, il paie 10 000 francs de billets à l'autre, il paie 5 000 francs à celui qui fait les papiers, il met les 85 000 francs qui restent en poche, il prend les papiers de sa voiture et il demande maintenant au monsieur comment je te rembourse. Il dit, je suis commerçant, tu es colonel. Un jour, je peux avoir besoin de toi. Garde ta voiture. Voilà comment il a eu sa voiture. Parce qu'il croit que ce n'est pas les circonstances de la vie qui déterminent ce qu'il va avoir. Ce n'est pas les soucis, ce n'est pas la dévaluation, ce n'est pas ceci et cela qui détermine sa réussite. Ce n'est pas le diplôme qui détermine ta réussite. Ce n'est pas les discours du chef de l'État qui déterminent ta réussite. Ce qui détermine ta réussite, c'est ce que tu crois toi-même dans ta tête et auquel tu t'accroches. Merci à vous, Monsieur Patrick Aman-Poyon. On rappelle que vous êtes consultant international certifié en développement, président mondial des ambassadeurs du développement, président de l'association africaine de coachs professionnels. Vous êtes passé